L'invité de 22h max maintenant, un avocat hors norme. 130 dossiers criminels, sa spécialité, défendre les accusés de meurtre, de viol, 24 acquittements à son actif et plusieurs affaires très médiatiques. L'avocat de Jonathan Daval, c'est lui par exemple. Pour s'attacher, ses services comptaient au minimum 2 000 € hors taxe la journée d'audience aux assises. Le tarif est dans son livre. Un avocat qui n'en peut plus du mouvement MeToo, qui ne supporte plus que la parole des femmes, c'est ce qu'il dit, soit sacralisée à l'audience. Bonsoir, maître Randall Schwerdorfer. Monsieur Switek, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous publiez ce livre Itinéraire d'un avocat hors norme aux éditions Hugo Doc. On va parler de tout ce que je viens de mentionner à l'instant. Mais d'abord, je voudrais avoir votre regard sur l'une des enquêtes les plus médiatiques de ces derniers mois. C'est l'enquête sur la disparition du petit Émile. Dominique Rizet est là et nous a rejoint. Dominique, quasiment 4 mois d'enquête. Émile, je le rappelle, 2 ans et demi, disparaît le 8 juillet dernier au Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. 4 mois d'enquête et ce soir, un élément que nous découvrons, pas les enquêteurs, mais nous découvrons cet élément révélé par nos confrères de BFM d'ici. Dominique, le matin de la disparition, il y a une dispute, une altercation au Haut-Vernay, dans le village, entre 2 personnes qui sont déjà mentionnés dans le dossier. Absolument. On est le samedi 8 juillet. Le petit Émile va disparaître dans l'après-midi. Et le matin, le grand-père d'Émile, ce grand-père qui était placé un peu au centre de cette famille catholique, très croyante, particulière, avec beaucoup d'enfants, déscolarisés. Grand-père qu'on a montré du doigt, qui est un monsieur qui a son caractère, a une altercation avec un jeune agriculteur du hameau, du Haut-Vernay, qui a fait des travaux avec son tracteur, son tractopelle, qui a un peu tassé la terre et qui aurait visiblement heurté ou abîmé le mur du grand-père. Donc le grand-père lui dit ce qu'il en pense, altercation, c'est allé assez fort quand même, et les travaux avaient été faits dans la maison du cousin de l'agriculteur. Et le cousin de l'agriculteur est l'une des deux dernières personnes à avoir vu Émile au moment de sa disparition, peu avant sa disparition. Vous vous souvenez, il y a 2 témoins qui disent l'un, je l'ai vu remonter vers la cabane où jouaient les enfants, où les enfants du village allaient jouer. L'autre, je l'ai vu descendre vers le lavoir. Celui qui dit je l'ai vu monter vers la cabane, c'est le fameux cousin qui avait cette maison dans laquelle travaillait le jeune agriculteur. Donc la maison du jeune agriculteur a été perquisitionnée mardi pendant plus d'une journée. Et on en est là pour l'instant de cette histoire avec ce rebondissement. Est-ce que la disparition d'Émile a quelque chose à voir avec l'altercation qu'a eu son grand-père avec ce jeune agriculteur? Très vite, personnalité du jeune agriculteur, il roule en quad, un peu vite, il roule un peu vite avec son tracteur sur les routes du hameau et de la région. Oui, et cette précision elle est importante parce que c'était une des hypothèses de départ bien aussi, sûr. J'ai bien dit une des hypothèses des enquêteurs qui était de dire ça pourrait être un accident qui tourne mal derrière et qui est maquillé, etc. Voilà, absolument. On a pu penser que quelqu'un avait pu rouler vite avec une voiture, rouler vite avec un tracteur, heurter Émile qui marchait le long de cette route, paniquer, cacher le corps du petit garçon. Encore une fois, dans un instant, votre regard, maître, sur cette affaire-là. Mais d'abord, on va accueillir à nouveau Lisa Adef. Lisa, toujours pas de trace donc, du petit Émile. Du petit Émile, ça fait 3 mois, quasiment 4, qu'il y a cette enquête. Rien, pour l'instant, rien n'a permis de le retrouver. Oui, on va se refaire l'histoire chronologiquement, du moins l'histoire de l'enquête. Émile disparaît effectivement le 8 juillet. Immédiatement, les gendarmes lancent des recherches. Le 10 juillet, 2 jours après sa disparition, le dispositif évolue de façon conséquente. Il y a plus de gendarmes, plus de militaires, plus de bénévoles et plus de moyens techniques. Et en parallèle, des enquêteurs rendent visite à certains habitants du hameau du Haut-Vernay. Émile n'a pas été retrouvé. Le procureur met en garde. Au-delà de 48 heures, le pronostic vital est très engagé. Depuis ce jour et jusqu'à la fin du mois de juillet, le dispositif évolue en fonction de l'enquête et à ce stade, en juillet, l'hypothèse la plus probable est celle de l'accident. Une cellule d'enquête dédiée à la disparition d'Émile est ouverte, des auditions sont menées, les bornages des téléphones sont scrutés, tout comme les vidéos des routes voisines qui sont aussi surveillées. Tous ces éléments permettent d'obtenir des informations clés. Émile n'était pas tout seul chez ses grands-parents, par exemple. Bref, les pistes se précisent au fur et à mesure de l'enquête, mais Émile n'est toujours pas retrouvé. Le 31 juillet, pour la première fois, les équipes cynophiles viennent avec des chiens
spécialisé dans la recherche de cadavres. Émile n'est toujours pas retrouvé. Le 12 septembre, une dalle de béton installée durant l'été est détruite au marteau-piqueur. Elle avait déjà attiré l'attention des enquêteurs qui souhaitent à ce stade tout de même écarter le moindre doute. Une semaine plus tard, le 19 septembre, un plan d'eau est fouillé par des plongeurs. Souvenez-vous, comme pour la dalle de béton, cette partie du Haut-Vernay avait déjà fait l'objet de recherches. Mais comme la zone fait 1500 mètres carrés, les enquêteurs souhaitent être tout à fait exhaustifs. Émile n'est toujours pas retrouvé. Et le 17 octobre, enfin, la semaine dernière, une maison qui n'est pas dans le hameau du Haut-Vernay est fouillée. Elle se situe dans le hameau voisin. Et c'est la première fois que les enquêteurs élargissent leurs recherches au-delà du hameau principal. Toujours aucune trace d'Émile. Cela fait donc 110 jours que le petit a disparu. 110 jours, merci à vous Lisa Adef. Maître Schwerdorfer, je précise que vous n'êtes pas parti dans cette affaire. C'est un regard extérieur, encore une fois. Quand vous voyez ce que l'on vient de dire, quand vous voyez la manière dont la presse, globalement, les Français suivent cette affaire, est-ce que vous arrivez à comprendre, vous, avocat, ce qui va faire que telle ou telle affaire va être médiatisée à ce point? Ce que je vois là, c'est que c'est un petit garçon de 2 ans et demi. Ça ne peut pas ne pas émouvoir n'importe quel parent. On ne peut pas ne pas imaginer que ça peut nous arriver quand on est parent. Donc effectivement, on ne peut pas aussi ne pas s'intéresser à une disparition, parce qu'un petit enfant de 2 ans et demi, mobilité réduite, seul, qui aurait disparu au début, qui serait perdu, dont on sait que les recherches sont cruciales pour le retrouver en 2-3 jours, parce que sinon il va mourir, mais même une nuit passée dehors est déjà effrayant à imaginer. Évidemment que l'opinion publique a de l'empathie, évidemment que l'opinion publique veut savoir, maintenant absolument veut savoir ce qui s'est passé, comment un petit garçon de 2 ans et demi, plus avec les moyens que nous avons aujourd'hui technologiques, techniques, peut disparaître. C'est effrayant, enfin, c'est terrifiant. Et je crois que plus c'est terrifiant, une affaire criminelle, c'est pas forcément une affaire criminelle, hein, je ne sais pas. Cette disparition, plus on a envie de savoir. Bien sûr qu'on a envie de savoir. On veut savoir ce qui s'est passé. Et plus il y a de moyens modernes, de moyens déployés, plus on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, pourquoi est-ce que les enquêteurs n'y arrivent pas. Dans cette affaire, vous parlez de ces témoignages, Dominique Rizet en parle, de ces 2 témoignages différents d'ailleurs. On voit l'enfant à mobilité réduite, je le redis, parce que n'importe qui a un enfant de 2 ans et demi vous dira en général au bout de 3 mètres il cherche les bras de sa mère. 500 mètres ça paraît déjà très long, alors 5 km c'est inimaginable. Simplement, on ne peut pas comprendre comment cet enfant va disparaître. Et on a des témoignages. Je vous rappelle que dans l'affaire Daval, on sait qu'Alexia est morte vers 6 h du matin, enfin en tout cas c'est certain vers 2 h du matin. Vous avez des témoins qui l'ont vu courir Alexia le lendemain. Elle était morte. Et pourtant, ces témoins ont juré que c'était elle. Elle était blonde, oui, elle avait des lunettes rouges. Je vous jure, monsieur le gendarme, c'était elle, je l'ai reconnue. Très bien, on a eu 2 témoins. C'est pas vrai. Ils n'ont jamais vu Alexia. Ils ont vu une jeune femme blonde courir. Ils ont pensé que c'était Alexia. Et les recherches se sont cristallisées sur une camionnette qu'on avait vue, qui aurait pu enlever Alexia, qui faisait son footing. Quand je prends l'affaire, j'en suis sur le footing, la joggeuse. Il n'y a jamais eu de jogging. Voyez. Donc moi, les témoignages, je suis toujours très très circonspect. Quelle est la valeur de ces témoignages? J'en sais rien. Sont-ils réellement fiables? J'en doute un peu, voilà. Mais ça veut dire que, de votre expérience, il peut y avoir non pas des faux témoignages, c'est-à-dire que ça peut être fait de bonne foi, mais des témoignages faux à l'arrivée. C'est-à-dire que dès que l'affaire devient médiatique, certaines personnes vont déformer une partie de leur réalité. Et c'est-à-dire que même de bonne foi, et c'était le cas dans l'affaire Daval, les gens qui ont témoigné, de toute bonne foi, on dit « moi je l'ai vue ». Et j'en suis persuadé, j'en suis d'autant plus persuadé qu'elle est encore vivante, que je l'ai vue en plus à la télé, ils en ont parlé. Le jogging, mais oui, c'est ça. La joggeuse que j'ai vue, c'est Alexia, c'était bien sur cette route. Un petit garçon de 4 ans qui peut passer par là, j'en sais rien. C'est possible aussi. Moi, la première chose, et je pense que les enquêteurs l'ont fait, c'est remettre totalement en cause ces témoignages. Comment imaginer qu'un petit garçon qui se serait promené, aurait échappé à la surveillance de ses grands-parents, puis alors après on a appris que toute la famille était présente, c'est assez étonnant d'ailleurs, ces informations qui se succèdent, qui n'arrivent pas tout d'un coup. Mais ce sont des informations qui nous arrivent au fur et à mesure à nous. Oui. C'est étonnant. À nous, mais pas forcément aux enquêteurs. Alors, pas forcément aux enquêteurs, c'est vrai que c'est étonnant, parce que pourquoi cacher au début qu'il y a toute la famille qui est présente? Moi je vais vous dire, la première question que je me pose, c'était comme pour Alexia, si cet enfant est forcément mort, disons les choses, où est-il mort? Rien ne démontre qu'il serait mort dans cet endroit. Manifestement, on l'aurait trouvé. On parle d'accident. L'accident, ça laisse du matériel génétique. C'est pas des traces génétiques, ça laisse de la peau, ça laisse du sang. Il y a des chiens spécialisés dans la recherche des cadavres qui sont utilisés 3 semaines après. Ce ne sont pas des chiens, si vous voulez, ce sont des chiens spécialement formés que pour trouver
des cadavres humains. Ils n'ont rien trouvé. Peut-être, et je pense que les enquêteurs travaillent dessus, que cet enfant, si ça se trouve, n'a jamais été là-bas. Et peut-être qu'il est mort ailleurs. Et je pense que les enquêteurs ont plein de pistes qu'ils ne nous donnent pas, que ça écoute énormément au niveau téléphonique, et qu'ils sont en train de faire un maillage pour essayer de comprendre, parce que c'est pas possible qu'un enfant de 2 ans et demi disparaisse. C'est pas possible. Dominique, vous voulez Le problème, c'est témoignages. Parce que regardez, dans l'affaire Lina, ou autre affaire qu'on suit, 14-15 ans, Lina, qui a disparu à Plaine, dans le village de Plaine, eh bien, quelqu'un dit, le maire, l'ancien maire, je l'ai vu entre 11h15 et 11h30 qui se filmait avec son téléphone en marchant vers la gare. Une autre personne l'a vu aussi. Et puis, on a d'un seul coup quelqu'un, personne plus âgée, qui a 80 ans, je crois, qui dit, moi, je l'ai vu passer en voiture avec quelqu'un et elle m'a fait signe. Imaginez que ce témoignage soit vrai, ça remet tout en question. Et le travail des enquêteurs, c'est de vérifier si ce témoignage est vrai ou pas vrai. Et il semblerait que ce témoignage puisse être douteux parce que la personne a un certain âge, qu'elle est très certainement de bonne foi, comme on l'a dit, comme tout un tas de témoins, qu'elle pense avoir vu, qu'elle en est même sûre, mais que non, c'est peut-être pas Lina. Donc, ça perturbe l'enquête, ça oblige les enquêteurs à vérifier, et les enquêteurs doivent le faire parce que ça emmène l'enquête ailleurs, si c'est vrai, totalement ailleurs. On a l'affaire Émile, on a l'affaire Lina, 2 disparitions qui ne sont toujours pas résolues. Est-ce que vous, de votre expérience, les gendarmes, les policiers sont suffisamment armés pour résoudre ces enquêtes-là? Est-ce que c'est simplement le fait de ne pas avoir eu éventuellement de chance, de ne pas tomber sur le bon élément, etc. Ou est-ce que ça peut être aussi un problème de moyens, de votre expérience? Je connais bien les policiers, les gendarmes, surtout qui travaillent en SRPJ, en PJ, les gendarmes section de recherche, c'est des gens en général prudents, qui vont travailler sur le long terme. Quand je parle du long terme, sur ce genre d'affaires, 3 mois, c'est vraiment le timing parfait. Parce que ça permet de tout décortiquer, d'obtenir toutes les informations en termes de géolocalisation, en termes d'exploitation de cartes bancaires. On en apprend beaucoup avec les cartes bancaires, en termes de déplacement des uns et des autres, de savoir qui est qui. Et surtout dans l'environnement proche, le cercle proche est toujours très important. Quelles sont les relations des uns, quelles sont les relations des autres, d'étudier les messages, parce qu'on va récupérer les messages, y compris les messages qu'on ne veut pas montrer parfois. Donc on va découvrir ils vont découvrir une multitude de choses, et à un moment, ils vont définir une cible. Et une fois qu'ils auront défini une cible, comme dans l'affaire Daval par exemple, ou dans l'affaire Naroumi, une fois qu'ils définissent une cible, ils se concentrent sur cette cible. Mais s'ils n'ont pas exploité les autres cibles, ils savent que ça leur sera reproché. Donc il y a quand même un travail, je dirais, à minima, d'à peu près 3 mois d'enquête extrêmement minutieuse. Ils créent en général des cellules où ils ne font que ça. Et je peux vous dire qu'ils sont non seulement équipés en termes technologiques, mais plus important encore, ils sont équipés en termes cérébrales. Ça réfléchit, ça pense, ça travaille, ça carbure, ça fait des hypothèses. Heureusement. Il faut trouver, dans ces affaires-là, vous pensez bien que l'impunité serait monstrueuse. D'ailleurs, les Français attendent, c'est normal. Et si on augmente leurs effectifs, on peut imaginer que de réduire cette fenêtre de 3 mois, ou pas du tout? Alors, moi, j'ai pas vu votre observation est très judicieuse. Hein. On pourrait, mais après, déjà, ce sont des équipes qui coûtent très cher, en termes de moyens qui coûtent très cher. Je trouve que, notamment pour les cellules de gendarmerie, telles qu'ils sont constituées, n'ont pas vraiment de problème d'effectifs en matière criminelle. Ils sont vraiment bien équipés. On parlera peut-être de la sécurité publique qui est très différente, où il y a vraiment des carences en termes de budget. Par contre, en termes de section de recherche, franchement, ils sont super équipés. Ils ont des moyens techniques. Regardez les moyens qui ont été déployés. Je vous rappelle que pour l'affaire Daval, on a eu tout de suite les hélicoptères de la gendarmerie nationale. Les équipes cynophiles immédiatement, en 2-3 jours, ont été présentes. Là, dans l'affaire Émile, je veux dire, ils ont fait un travail considérable. C'est pour ça que je dis, si le corps de ce petit garçon est dans un périmètre de 5 km, il ne peut pas échapper aux enquêteurs. Il peut pas. Tous les moyens ont été mis. On ne peut pas en mettre plus de moyens. Voilà. Olivier. Oui, de professionnels très compétents. Aussi une question, parce que finalement, la médiatisation dans ces affaires, est-ce que c'est plutôt un avantage? Parce qu'on voit que ça peut multiplier les gens qui sont amenés à faire des témoignages, ou est-ce que justement, ça multiplie tellement les fausses pistes que ça finit par submerger les enquêteurs? Vous voyez ça comment, la médiatisation? Elle est sans impact. Et je vais vous dire pourquoi elle est sans impact. Parce que peu importe qu'il y ait des caméras dans ce petit village, les gens ne parlent que de ça. C'est pas des témoignages de gens qui sont à Paris. C'est pas des témoignages de gens qui vont regarder l'émission de Dominique Rizet le dimanche. Ce sont les témoignages de gens qui vivent là et qui sont tous impliqués dans l'affaire parce que ce petit garçon, on le connaît, on l'a vu, les gens on les connaît, et qui à un moment vont parler ou à un autre vont parler. Pas parce qu'il y a la télé, parce qu'on sait que c'est une affaire dans laquelle on recherche
un enfant qui a disparu et manifestement qui est mort, et on ne peut pas s'empêcher de penser que cet enfant n'est pas mort de façon naturelle, ou que s'il est mort de façon naturelle, toujours possible, hein, ben qu'on l'a fait disparaître de façon qui n'était pas naturelle. Donc, si vous voulez, les gens, forcément, c'est leur histoire. Et donc, ils vont en parler entre eux. Et ils vont dire, tu te rappelles d'un tel, son comportement. Et puis, toi, tu as vu quelque chose. Ben, moi, je crois que j'ai vu le petit Émile l'autre jour. Il me semble qu'il était près du lavoir. Ah ouais, ben, faut que tu ailles le dire aux gendarmes. Voilà, la télé ne va pas nous gêner. La télé a aussi un avantage, c'est que parfois elle va susciter des témoignages qu'on n'attend pas et qu'on n'espérait pas. A permis aussi de faire résoudre des affaires qui étaient insolubles pendant des années. Je pense à une affaire de Belfort où pendant 20 ans on a cherché le meurtrier d'un pauvre garçon qui s'était fait assassiner à une fête foraine. C'est grâce à une émission de télévision qu'on a découvert son meurtrier. Mais pour rester sur la médiatisation et la question d'Olivier, vous dites dans votre livre, l'affaire de Jonathan Daval est une affaire criminelle banale, c'est le mot que vous employez, qui a bénéficié d'un traitement médiatique extraordinaire, rien d'autre. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que cette affaire-là a déclenché ce mouvement? Je n'avais pas compris la question comme ça, pardonnez-moi si j'ai fait une erreur. Non, c'était pour prolonger. Je disais c'était pour prolonger la question d'Olivier. Oui, alors on en a beaucoup parlé avec des professionnels. Dominique Rizet, on a beaucoup échangé parce que je ne l'avais pas compris. Moi, au début, je n'avais rien compris du tout. Je ne comprenais même pas pourquoi on s'intéressait à cette affaire-là d'un point de vue médiatique. Après, en réfléchissant, avec du recul, de l'analyse, je pense que les personnages. Je pense que Alexia est une jeune fille rayonnante, joggeuse. Ça a tout de suite parlé, cette histoire de joggeuse qui a disparu aussi brutalement. Le couple de Français, pardonnez l'expression, c'est Sheila qui disait ça, Français moyen, il n'y avait rien de péjoratif, qui réussissait bien, jolie femme, assez rayonnante, ça parle aux gens. Ce visage a plu aussi, l'enterrement, la photo qui avait été choisie par la famille, des parties civiles qui s'expriment. La maman d'Alexia, dès le début, aidez-nous, trouvez ma fille ou rendez-nous notre fille. Ça parle aux gens parce qu'il y a une émotion, il y a une vraie émotion. Les gens s'inquiètent. Et un rebondissement terrible. Et oui, mais parce qu'Alexia, Parce que votre client, Jonathan, finit par avouer. Bien sûr, mais Alexia, pendant, je crois, plus de 48 heures, on espère la retrouver vivante. On espère que c'est justement un accident. On espère qu'elle est au bord d'un chemin après avoir été courir on ne sait où, qu'on va la retrouver. Et déjà, il y a cette douche froide pour tout le monde qui suit l'affaire, de se dire que cette jeune fille, aussi jeune, est morte. Que deuxièmement, on l'a retrouvée dans les bois, c'est criminel. Et puis troisièmement, il y a le cataclysme où effectivement, il y a le mensonge du mari, qui en fait, mais qui est habituel en matière criminelle, hein, on ne découvrait rien. Et qui n'est pas répréhensible. Qui n'est pas répréhensible. Mais c'est vrai qu'en direct, ça change tout. Parce que pour la morale, ce mensonge soit insupportable, invivable, je le comprends. Nous, au niveau judiciaire, il n'a aucune incidence. Puis on est tellement habitué à ce qu'on nous mente constamment, on doit vous mentir souvent aussi. Non, mais ça fait partie de notre quotidien, le mensonge. Et c'est vrai que la justice, la loi a tranché en disant on ne tient pas compte du mensonge. C'est pas une circonstance aggravante, c'est pas une circonstance atténuante. Nous, juges... Il sera condamné pour avoir tué sa femme, pas pour avoir menti en garde à vue. On a deux avocats en plateau avec Maître Rouas. Comment vous réagissez au premier mot? Dans un instant, on ira sur les parties plus polémiques de votre livre, Maître, et il y en a. Bon oui, il y en a, je vous le garantis. Je serais bien curieux de les connaître. Mais comment vous réagissez, Maître Rouas? Non, mais il y a une question que je veux poser à Randall Schandorfer depuis très longtemps, parce qu'elle avait fait couler de l'encre, et on avait, je sais ce que vous allez dire. Beaucoup parlé avec Dominique. Moi, je l'ai défendu. Je sais, moi j'avais été très étonnée. C'est le seul. Oui, je sais que c'est le seul. Moi je vous ai défendu. Il faut expliquer. Alors en fait, il se trouve que donc, Jonathan Daval est placé en garde à vue. Donc Randall Schandorfer, qui est son avocat, est désigné dans le cadre de la garde à vue. Il va l'assister. Et à un moment, Randall Schandorfer s'exprime au micro des médias. Pendant la garde à vue. Contrairement à nos règles aux règles du Code de procédure pénale. Non. J'ai été jugé pour ça, j'ai été relaxé. Si vous avez été jugé par le Conseil de l'ordre. Non, mais pour une question déontologique. Mais après, vous avez été jugé. J'ai vu cet après-midi en préparant l'émission que vous avez été jugé pour la violation du secret de l'instruction. Là aussi, j'ai été relaxé. Vous avez été relaxé. Mais en revanche, sur la question de la déontologie, non mais je ne dis pas que la question de la déontologie a été jusqu'en cassation. La Cour de cassation m'a donné raison pour le fait d'avoir pris la parole en garde à vue. Simplement, pourquoi est-ce que ça poserait problème de prendre qu'un avocat prenne la parole pendant la garde à vue de son client? Expliquez. Je vais vous dire où vous avez tort. Quand on est désigné en garde à vue, moi, la première chose que je dis au client, à partir du moment où je rentre dans l'enceinte de la garde à vue, je ne peux plus vous parler, sauf pour vous dire, votre monsieur va ou madame va bien, il a bien mangé, il a bien dormi, mais ne me demandez pas pour quelle raison cette règle. Parce qu'imaginez que demain, je m'exprime auprès de la famille ou des amis et que je donne des informations sur ce qui est dit en garde à vue, et pendant ce temps-là, mes clients, ils vont vider tel ou tel endroit qui sont des éléments
documents où on peut trouver des preuves du forfait qui a été commis par mon client. Donc, la règle a ce fondement pour éviter justement qu'on soit taxé de complicité. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc, alors, il faut répondre, Maître Schwerdorfer. On est dans la confusion, et c'est ce qu'a tranché la Cour de cassation, qui a dit que j'avais raison de m'exprimer, et c'est pour ça que je n'ai pas été sanctionné. Parce que j'ai été poursuivi pour ça, et on ne m'a pas sanctionné. D'abord, Soulaise-la-Rivière l'avait très bien dit, Clarisse Serre aussi sur les plateaux, quand ils me défendaient, ils avaient dit les confrères ne comprennent rien, ceux qui disent ce que vous dites, parce que pendant la garde à vue, l'avocat doit se taire, doit garder le silence, sauf il ne peut s'exprimer que dans l'intérêt de l'exercice des droits de la défense. C'est ce que j'ai fait. On est d'accord. Ça, c'est là-dessus que j'ai été relaxé. La Cour de cassation a considéré qu'il était dans l'intérêt de Jonathan que je prenne la parole pendant la garde à vue. La règle que vous rappelez est juste, sauf que vous le savez, en garde à vue, le procureur de la République et les gendarmes ou les policiers peuvent interdire à l'avocat, c'est une option, de communiquer avec qui que ce soit, y compris la famille, pendant la garde à vue. Ça, c'est dans les affaires où, effectivement, trafic de stupes, affaires complexes. Mais par contre, si on ne vous l'interdit pas, vous avez le droit de le faire. J'ai été poursuivi, j'ai été relaxé pour ça, il y a eu 4 ans de procédure, et je peux vous assurer qu'on m'a reproché le fait d'avoir parlé en garde à vue, et aujourd'hui, vous avez le droit de le faire. Il y a même un arrêt du Conseil constitutionnel qui l'a consacré. Rien que pour vous. Moi, juste un mot. Moi, je vous ai... D'un mot et ensuite on avance. Moi, je vous ai défendu parce que ce métier d'avocat est plein de vieux principes, et parfois, les vieux principes, il faut les bousculer, il faut dépoussiérer la profession. Et je trouve que c'était intéressant. T'es journaliste, c'est normal que tu sois content qu'il parle. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai connu des Jacques Vergès, Dupond-Moretti, Furbury, Paul Lombard, des avocats qui l'ouvraient, qui disaient ce qu'ils avaient envie de dire. Et personne ne Dominique. Attendez. Et personne ne leur reprochait. Et je trouve que ça a du panache parce qu'au moins, on a gagné du temps. Maître Schwerdorfer est sorti et a dit, voilà, mon client a dit, oui, c'est moi, voilà. On a gagné du temps, on n'est pas en train de faire des ronds de jambes, des oui, mais non, mais c'est pas si simple que ça. Alors, attendez. J'ai deux questions, Maître Schwerdorfer, concernant l'affaire Daval. On a déjà fait ce procès. Et ensuite, on avance. J'ai eu la chance de le gagner. Il y a un mot dans votre livre qui trouble à propos de l'affaire Daval. Oui. Vous dites que ça n'est pas le cas pour tous les clients, mais certains clients pour lesquels vous avez de l'empathie. Pourquoi ça trouble et pour Jonathan Daval, c'est le cas. J'ai du mal à comprendre que ça trouble, comme un médecin peut parfois avoir de l'empathie pour un de ses patients. Moi, j'estime que j'ai plutôt des patients que des clients. Certes, mais là, vous avez un patient ou un client qui a tué sa femme. J'ai dit de l'empathie, pas de l'amitié. Bien sûr. Je ne vais pas au-delà de ça. Je reste professionnel. C'est quelqu'un qui m'a fait mal. Voilà. C'est quelqu'un, avec Maître Spatafora, qu'il a vécu avec moi, Maître Estève, qui l'avons porté à son procès, qu'on a vu souffrir, qu'on a vu dans les regrets, qu'on a vu dans les remords. On les voit pas tous, dans les regrets et les remords, qu'on a vu constamment vaciller à son procès, au point d'ailleurs de faire un malaise qui n'était pas un petit malaise. D'ailleurs, on a eu ses constantes, c'était catastrophique. Il était dans un état lamentable et c'est quelqu'un qui nous avait dit « Ils feront ce qu'ils veulent de moi, ça n'a pas d'importance. » Quelle que soit la peine, je l'accepterai. Vous voyez la pression qu'on avait sur le dos, parce que c'est quelqu'un qui ne se battait pas tellement il avait de culpabilité. Ils ne sont pas tous comme lui. Donc oui, il nous a fait de la peine, oui. Malgré tout ce qu'il a fait, on a eu de l'empathie pour lui. J'en ai toujours, j'en ai pour sa mère aussi. Vous êtes toujours en lien avec lui ? Je suis toujours au travers, bien évidemment, de Martine Henry, pour qui j'ai même de l'affection, vous voyez, pour sa mère, parce que franchement, je trouve que c'est une mère courage, parce que ça doit être très difficile de vivre ce qu'elle vit, et de le vivre avec je trouve autant de dignité. Oui, j'ai du respect, j'ai de l'admiration. Voilà. On en vient, Maître Schwerdorfer, à la partie plus polémique de votre livre. Je le précise, dans ce livre, vous racontez 10 affaires dans lesquelles vous avez été avocat. On a cité l'affaire Daval, qui n'est pas dans le livre d'ailleurs. Ce n'est qu'une affaire parmi d'autres. Oui, effectivement. Mais c'est tout de même banal, vous le disiez tout à l'heure. D'un point de vue criminel, effectivement, vous citiez l'affaire Narumi, qui est cette jeune japonaise qui a disparu et dont le compagnon chilien a été condamné pour son meurtre. Qui sera rejugé en appel. Absolument, qui va être rejugé en appel. Absolument, vous avez raison. Il y a d'autres affaires. Mais il y a aussi, notamment au début du livre, une interview de vous où vous vous exprimez sur un certain nombre de principes, sur un certain nombre de dérives, ce que vous considérez comme des dérives dans la justice, et vous y allez très fort dès le départ. Vous n'en pouvez plus de MeToo, influence extrêmement toxique, dites-vous, et vous écrivez « La morale est rentrée en force depuis quelques années dans les cours d'assises. MeToo, ce n'est pas la libération de la parole de la femme, c'est l'hystérisation de la parole de la femme. » Hystérisation, ce mot, il est forcément choisi à dessein. Oui. C'est un mot qui est insupportable pour les femmes qui sont régulièrement traitées d'hystériques. C'est pour ça que je l'ai choisi.
Parce que d'abord, je ne supporte pas cette société du wokisme, de la cancel culture, où on nous interdit des mots, des concepts, et où il y a des gens qui ont raison et qui sont dans la toute-puissance. Et dès qu'ils brandissent le fantôme de MeToo, le spectre de MeToo et de hashtag balance ton porc, tout le monde doit se taire et mettre un genou à terre. Oui, mais pour faire taire une femme, ça a été très pratique pendant des années d'expliquer qu'elle était hystérique. Je vais vous dire une chose, je ne souhaite pas faire taire les femmes. Je suis ravi quand une femme s'exprime. Une femme a tout à fait le droit de porter toutes les accusations qu'elle veut. Je dis simplement, c'est ce que je veux dire, c'est que, au contraire de ce que véhicule MeToo et hashtag balance ton porc, la parole d'une femme, y compris quand elle accuse, n'est jamais une preuve. Ça ne reste qu'une accusation. Deuxièmement, elle ne vaut pas plus que celle d'un homme. Et ce que j'entends en termes de preuves, en termes probatoires, vous voyez, on parlait de témoins tout à l'heure, ce sont des preuves subjectives, les témoins. Les preuves objectives, c'est par exemple l'ADN. Il faut toujours être prudent avec ces preuves-là. La parole, c'est qu'une parole. On n'est même pas dans la preuve. Et je dis qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec ce mouvement MeToo et tout ce qu'il y a autour, quand une femme accuse, et on a le cas, quand 2 femmes accusent, c'est encore pire, alors quand il y en a 10, c'est terminé, il n'y a plus de procès, il faut les croire. Et on l'entend, parce qu'une femme ne ment pas, parce qu'une femme ne ment jamais, parce qu'elle dit toujours la vérité. Et parce que si elle le dit, c'est que c'est forcément vrai. Je dis simplement, dans tous les cas où on a des gens accusés, je parle d'Habitam, je parle de tous ces gens-là, laissez faire une enquête judiciaire. C'est pas parce qu'une femme accuse que c'est vrai, c'est pas parce qu'elle accuse que c'est pas vrai. Mais moi, comme ça, je peux pas savoir si la personne accusée est coupable ou pas. Et ce que je trouve terrible dans notre société, c'est quand un homme est pointé du doigt. Regardez Depardieu. Il est pointé du doigt par des femmes qui l'accusent, mais il n'y a même pas besoin de procès. Le procès a déjà eu lieu, puisque tout le monde vous dit, puisqu'elles sont 13 à l'accuser, c'est que c'est forcément vrai. Parce qu'il n'y a pas 13 femmes qui mentiraient. Si, c'est possible. Monsieur, en fait, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien, parce que vous parlez en droit, et c'est tout à votre honneur. Non, mais vous dites... Si vous voulez. Est-ce que vous avez des preuves à avancer pour dire que, effectivement, pour la justice, la parole des femmes est sacrée? Parce que moi, quand je regarde les chiffres, quand je vois que, et ce sont les chiffres de l'INSEE, que 0,6% des viols seulement aboutissent à une condamnation et qu'il n'y en a que 14% lorsqu'il y a plainte, lorsqu'il y a dépôt de plainte, qui aboutissent à une condamnation, je me dis, bon, elle n'a pas l'air si sacrée que ça, la parole des femmes. Déjà, vos chiffres... Ce sont les petits chiffres de l'INSEE pour 2020. Pardonnez-moi, ils ne valent rien, parce que 0,6% des femmes violées, on ne peut savoir qu'une femme n'est violée que s'il y a un jugement qui condamne un violeur. Donc s'il n'y a pas eu de procès, on ne peut pas parler de femme violée. Enfin, en sens juridique du terme. Exactement, sens juridique du terme. Et on y revient. Oui, mais on est bien obligé. Ça veut dire qu'une femme qui... Attendez. Oui, mais ça peut pas marcher comme ça. Une femme qui a été violée, dont on ne retrouve jamais le violeur, et qu'il n'y aura donc jamais de condamnation, vous ne pouvez pas dire qu'elle n'a pas été violée. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, il faut un procès pour dire qu'il y a un violeur et qu'il y a un viol en France. On est dans un état de droit. Dans un état de droit, il n'y a que la justice qui a le droit de dire Monsieur Switek est coupable ou innocent. C'est pas la rumeur publique, c'est pas un plateau de télé. Non, mais tant qu'il y a pas, il n'y a pas que la justice qui dit la vérité. Mais il n'y a que la justice qui parler aux catholiques, par exemple. Il n'y a pas que la justice qui dit la vérité. Non, mais c'est important. Il y a différents modes de production de la vérité. Vous ne parlez pas de la même chose. Non, parce que d'évidence, le viol peut être constaté par un médecin, être une réalité médicale, sans que, parce qu'on ne trouve pas le violeur, ça devienne une vérité judiciaire. Mais la femme a été violée de sens différents. Mais il y a viol. Mais je vous dis pas le contraire. Je vous dis simplement que la parole ne peut pas être constitutive d'une preuve. Et nous, on le vit dans les cours d'assises. Et je vais dans un tribunal, est-ce que vous avez des preuves de juges qui vous disent la parole d'une femme est une preuve? Il y a eu un article extraordinaire dans Le Monde. Je crois qu'il était co-signé par Clarisse Serre, qui est une avocate pénaliste remarquable, par 50 avocats pénalistes qui disaient on condamne des gens sans preuve sur la seule parole des femmes. Il y a encore très récemment une tribune qui est parue dans la presse de plusieurs avocates pénalistes, et il y en a qui témoignent dans mon livre, qui disent on le vit tous les jours dans les tribunaux pour des agressions sexuelles. Pourquoi cette femme vous accuserait-elle si c'était faux? Monsieur, il n'y a pas de preuve, mais sa parole, puisqu'elle le dit, c'est... ne bénéficie plus à l'accusé. Voilà. Attendez, plus souvent que nous dans les tribunaux, est-ce que c'est aussi ce que vous constatez? Je suis tout à fait d'accord avec mon confrère, là, pour le coup, je suis obligée de le dire. C'est un réflexe d'avocat, mais c'est pas une posture. C'est-à-dire que c'est empirique, c'est ce que nous vivons. Une instrumentalisation, si vous voulez, par certaines femmes, plus rarement des hommes, de cette parole d'accusation, parce que c'est dans l'air du temps, effectivement, le wokisme, MeToo, ces mouvements qui ont du bon aussi, il faut le rappeler, qui ont eu du bon, parce que ça a permis de décomplexer la parole des femmes, qui étaient toutes... Je suis d'accord, vous écrivez que c'est toxique comme mouvement dans votre livre. C'est toujours très excessif dans ce que je plaide. J'essaie de pointer... C'est important, il fallait qu'il y ait ces mouvements, mais après, il faut ramener les choses à leur juste mesure. Pourquoi? Parce que c'est vrai, comme disait mon confrère,
Quand on a plusieurs personnes qui accusent comme ça, médiatiquement, on a pléthore d'exemples, c'est fini, le procès est terminé. Même si cette personne, après, est mise hors de cause, mais son honneur, sa réputation, sa renommée, c'est une horreur. Le footballeur anglais, oui, qui a été acquitté, 6 affaires de viol. Regardez le nombre de fois où on a fait des plateaux pour parler des accusations et des accusatrices. Patatras, tout s'effondre. La cour anglaise a estimé que ces femmes ont menti. C'est pas vrai. On peut pas l'entendre, ça. Mais si, à un moment, il faut l'entendre. En fait, moi, ce que je veux simplement dire, c'est que la parole d'une femme vaut pas plus que celle d'un homme. Je voudrais simplement retourner à quelque chose de plus équilibré. N'oubliez pas qu'on a eu l'avant et après Outreau. Avant Outreau, bien avant Outreau, on n'écoutait pas les enfants. Pendant 20 ans, on a fait de la parole de l'enfant la vérité absolue. À Outreau, on s'est dit, mince, les enfants peuvent mentir. C'est cataclysmique. Et après Outreau, on a dit, en fait, on va traiter la parole des enfants comme on traite la parole des adultes, et on va faire des enquêtes, et on va rester rationnel. C'est juste ce qu'on demande, hein. Pas plus que ça. Olivier. Oui, effectivement, moi je comprends tout à fait, parce que la moralisation que vous dénoncez, on la trouve d'ailleurs dans la justice, mais on la trouve un peu dans l'air du temps et dans la société. La politique est devenue plus morale que politique, la justice aussi. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que vous montrez bien que dans les affaires que vous avez eues, quand la parole des femmes s'est révélée fausse, il y a rarement de dénonciations calomnieuses derrière. Vous avez raison. Et ça, c'est la preuve qu'effectivement, il y a quand même une sorte de volonté de ne pas remettre, d'avoir peur, effectivement, d'aller contre la parole des femmes, même quand elle a été prouvé que c'était faux. Vous avez raison. La justice a peur après. C'est pas une peur d'aller contre la parole des femmes, c'est que arrivé au bout du processus judiciaire, la personne est tellement épuisée qu'elle a même plus envie d'aller déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, mais à vous écouter, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, la femme a remplacé l'homme dans les mécanismes de domination et que c'est la femme vraiment qui domine dans notre société. Oui. Or, non. Mais enfin, regardez, là pour le coup, regardez l'État, bien sûr, mais regardez l'État, en fait, aujourd'hui, des inégalités entre les hommes et les femmes. Je suis désolé, je vais préciser les choses, Pablo. Attendez, pour préciser ce que dit Pablo. Le nombre de féminicides, quand on vous lit, les égalités salariales, on se dit, soit vous avez un goût pour la provoque qui est quand même très très développé, soit vous vivez pas sur la même planète que nous. Pardon, mais vous écrivez que, pour vous, donc, ça fait 20 ans qu'on prend parfaitement en considération les plaintes des femmes qui se disent victimes de viol. Vous dites qu'il n'y a plus aucun problème par rapport à ça, alors qu'on a régulièrement dans l'actualité des affaires qui prouvent évidemment le contraire. Vous dites que l'égalité homme-femme, on y est, que c'est pas grâce à MeToo, mais c'est grâce à Simone Veil, Gisèle Halimi, Régine Desforges, etc. Vous dites par exemple que les femmes sont partout, au plus haut poste de l'État, aux plus hautes responsabilités dans les administrations, les entreprises. Mais c'est faux, Randall Schweldorfer, c'est faux. Le CAC 40, combien de femmes ? Alors, je vais vous donner simplement un petit exemple. Notre premier Randall Schweldorfer. Par contre, combien de femmes ? Alors, notre premier dans le métier d'avocat. Oui, c'est extrêmement féminisé. 70%. Mais c'est pas un bon signe, hein, 30% d'hommes, et c'est pas un bon signe. Et dans le journalisme. Dans la médecine, c'est pareil. Dans l'armée, mais ça si on compare, c'est très directeur d'hôpitaux. Maxime, si on compare, on compare tout. Et là, ça va plus. Regardez, CAC 40, mais l'avocature, le journalisme. Mais où est le pouvoir ? Il est au gouvernement, il est dans les tribunaux. Le pouvoir, il est analysé par Matignon. Mais vous permettez. Attendez. Il faut que M. Schweldorfer réponde et après je vous laisse la parole. Sur les responsabilités, ça commence à s'équilibrer. Sur les salaires, c'est loin d'être équilibré. Merci, Christophe Barbier. Je suis d'accord. Ah mais vous n'en parlez pas des salaires. Vous n'en parlez pas des salaires. C'est la réponse seule, 96, c'est très ancien, on a du mal à y arriver. Dans notre profession, c'est pas une réalité. Les avocats, il n'y a pas de différence de traitement. Les médecins, c'est pas non plus forcément une réalité. Mais enfin, dans certaines professions, notamment dans le privé, a priori, oui, il y a encore des écarts de salaire. On me l'a dit, je peux me tromper. Si je me suis trompé sur ce point-là, je m'en excuse. Non, c'est pas que vous vous êtes trompé, c'est que vous n'en parlez pas. Même mon épouse me l'a dit, ce que tu écris n'est pas vrai, parce que moi, je le sais, nos salaires, les salaires des femmes ne sont pas encore à l'égal du salaire des hommes. Je suis capable d'entendre, je peux avoir tort dans ce que j'écris, et là, sur ce point-là, manifestement, j'ai tort. Pour le reste, notre Premier ministre est une femme. La première femme de l'Assemblée nationale, la seconde personne de l'État, est une femme, Mme Braun-Pivet, et j'en suis ravi. À tous les postes de responsabilité, à Besançon, le maire est une femme, président du conseil régional est une femme, président du conseil général est une femme, présidente de la cour d'appel est une femme. Enfin, elles sont partout, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'elles veulent ? Parce que si elles ne veulent plus d'hommes, parce que si on veut une société matriarcale, il faut nous le dire. Mais qui a dit ça ? Mais qui dit ça ? Parce que vous me dites, on n'est pas à l'égalité, à part les salaires qui concernent effectivement les entreprises du CAC 40, les féminicides.
Je ne sais pas ce que c'est. Les femmes qui sont tuées. On va en parler. Non, mais parce que vous croyez qu'il y a un club. Mais là, pour le coup, il y a une grosse inégalité. Ah bon? Parce que vous croyez qu'il y a un club d'hommes qui a décidé qu'ils avaient le droit de tuer leurs femmes et qui ont créé une association. Non, c'est des cas isolés. L'histoire de la domination de l'homme sur la femme. C'est comme si vous faisiez des attentats commis par des intégristes musulmans, la règle pour tous les musulmans. C'est aussi bête que ça. Pas du tout. C'est comme si vous disiez tous les musulmans sont des terroristes parce qu'un musulman a décidé d'aller couper la tête à un enseignant. En revanche, vous prenez les terroristes et ils ont tous à peu près le même schéma. D'ailleurs, c'est expliqué très souvent sur ce plateau par plein de gens. Vous prenez les hommes qui tuent leurs femmes, c'est pas un homme sur deux. Hein. Vous avez dit, hein, c'est à peu près 140 crimes de sang par an. C'est pas représentatif, je pense, des hommes. Hein. Oui. Pour les femmes, c'est un quart, c'est-à-dire à peu près 30 femmes par an. Ouais. Exactement. Et si vous regardez pas les femmes en disant, si on regarde le nombre d'hommes qui meurent, ils sont aussi tués par des hommes, c'est pas une volonté d'attaquer les femmes. La majorité des homicides, c'est aussi des hommes contre des hommes. Il y a de toute manière tabou absolu. Ouais, il y a 80% à peu près des gens qui sont en prison qui sont des hommes. C'est parce que la violence, de toute manière, malheureusement, mais la violence, c'est pas une volonté. Vous prenez tous les deux un énorme bandeau, vous le mettez sous les yeux, vous le nouez derrière et vous ne voulez plus voir les problèmes de domination masculine sur les femmes, les rapports d'emprise dans les couples, etc. Ça n'existe pas. Il y a des rapports, mais par contre, il faut aussi regarder, par exemple, il y a un chiffre qui est très intéressant parce que si on regarde ça justement même sur les salaires, dans la durée. Aujourd'hui, il y a 22 points d'écart sur la réussite en master entre les filles et les garçons. Les filles réussissent beaucoup mieux. Quand on sait qu'en France, le diplôme est aujourd'hui ce qui fait le plus le salaire, on voit que les écarts sont en train de se réduire. Parce que ceux qui ont des grosses difficultés, tant mieux, mais ceux qui ont des grosses difficultés à l'école notamment, c'est les garçons. Et à l'université encore plus. Donc on a aujourd'hui des évolutions. Et à la fin, c'est génial parce que les hommes arrivent quand même à récupérer les meilleurs salaires. Mais ça évolue. C'est plus vrai. C'était vrai. Christophe Barbier, qu'on n'a pas entendu. Christophe. Le néologisme féminicide pose un problème parce qu'il donne l'impression qu'il signifie « je te tue parce que tu es une femme ». Alors qu'en réalité, dans ces affaires, non. C'est « je te tue parce que tu es ma femme ». Et que je suis jaloux, que je veux pas que tu partes, etc. Et je te tue parce que je suis plus fort que toi physiquement. Donc c'est évidemment le crime la preuve de possessionnel. l'emprise de la domination de l'homme sur sa femme, de la possession. Il faut lutter contre ça. Mais si on veut dire que féminicide, ça veut dire que tout homme est dangereux parce que tout homme cherche à tuer une femme, cherche à tuer les femmes. Quand j'écoute certaines élues à Paris comme Alice Coffin, j'ai l'impression que parfois on est accusé de ça, soupçonné de ça en tout cas. Ça m'inquiète. Cette dérive idéologique m'inquiète parce que elle va desservir à terme la cause des femmes. Si, mais vous avez tout à fait raison. Moi, je suis aussi outré que vous. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, justement, parce que j'ai eu souvent affaire à des affaires d'agression sexuelle et j'ai vu, justement, que les magistrats femmes, souvent, quand un homme est jugé, il a peur parce qu'il se dit c'est une femme qui va me juger ou ce sont des femmes. Eh bien, c'est une erreur parce qu'elles sont souvent extrêmement perspicaces. Elles ne se laissent pas duper par un cinéma X, Y ou Z. Et que les magistrats hommes ne sont pas perspicaces et Si. Ils n'osent plus juger les femmes. Non, pas du tout, Dominique. C'est pas du tout ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que moi, il m'est arrivé d'être devant des juges d'instruction ou d'être devant des juridictions composées de femmes, etc. Et vraiment, ce que j'ai pu constater dans des affaires de violence conjugale, parce qu'on n'a pas parlé de la violence, on a parlé du féminicide entre guillemets, mais il faut parler de la violence conjugale qui là est très importante. Et là, c'est vrai que c'est un vrai sujet en revanche. C'est un vrai sujet. Mais parce que je crois qu'on a parlé de beaucoup de sujets et en fait ça se mélange un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a la parité d'une part, il y a la question de la violence et des hommes à l'égard des femmes. Et ça c'est encore autre chose. Mais ce que je voulais dire en tout cas, c'est que dans le corps de la magistrature, les femmes magistrats ne se laissent pas duper et elles sont attentives à toute instrumentalisation. Parce que c'est vrai qu'il y a eu cette tendance du fait de ce courant à ce que certaines femmes instrumentalisent la violence pour récupérer par exemple des enfants, etc. Deux choses. Uxoricide, j'ai découvert ce mot en lisant votre livre. C'est le terme. Uxoricide, c'est le fait de tuer sa compagne. Voilà. Uxoricide. Donc le terme existait déjà, c'est ce que vous dites. Pourquoi aller chercher féminicide? Qu'est-ce que vous dites sur féminicide? Sauf à vouloir en faire un outil politique. C'est le cas, c'est un combat idéologique. Mais ça l'est, parce que le crime d'une femme est éminemment politique. Mais tout est politique, c'est la vie de la cité. Non, pas toujours. Il l'est parfois, mais bien sûr que si, il l'est. Non, c'est pas vrai, il l'est pas toujours. Bon, et la deuxième chose, Randall Schordorfer, c'est que vous remettez une pièce dans de vieux débats aussi sur les crimes passionnels, par exemple. Vous dites, bien sûr que ça existe. Pourquoi des vieux débats? Parce que ça fait quelques années que, précisément, on s'interroge autour de l'expression crime passionnel. On s'interroge plus. Attendez, vous expliquez que les journalistes, et c'est vrai, je n'emploie pas et je n'emploierai plus ce terme-là.
de crime passionnel. Je vous assure qu'il existe dans les cours d'assises, il existe toujours. Je fais référence à une affaire que je cite, c'est l'affaire Octo, dans laquelle je fais un homme qui avait tué sa compagne, qui avait été condamné à 10 ans, requis 13 ans par le parquet général. Pas d'appel du parquet général. On était en 2011 à l'époque. C'est pas, je veux bien être un boomer, mais c'est pas 1960 la décision. Il n'y a pas d'une génération d'écart quasiment. Et je peux vous assurer que moi je distingue le crime possessionnel, le crime obsessionnel, le crime de rumination, le crime crapuleux, parce qu'on en a eu un récemment d'ailleurs, du crime passionnel. Mais le seul problème, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de débat. Ouais. Dès qu'on dit je parle du crime passionnel, les lumières s'éteignent, le cerveau s'éteint. Salaud, c'est un monstre, on peut pas dire ça. Passionnel, ça veut dire que c'est pas grave, ça veut dire qu'on excuse tout. Non, je donne une définition de la passion. Oui, vous reprenez que j'oppose à la raison, c'est ça le crime passionnel. Et c'est pas une circonstance atténuante, c'est pas une circonstance aggravante non plus. C'est simplement qu'on essaye de distinguer les mobiles de passage à l'acte, parce que tous les ressorts ne sont pas les mêmes. Parce qu'on peut pas juger un coup de sang d'une femme ou d'un homme comme on va juger un crime sur son conjoint qui est un crime crapuleux, je l'ai, le cas de tuer sa conjointe pour mettre la maîtresse à la place et toucher l'assurance vie. C'est pas la même chose. Quand on entend crime passionnel, on entend passion, on entend amour, et les crimes d'amour sont insupportables. Alors qu'il faut entendre Daval, on est dans un crime pulsionnel. Mais en fait, que les avocats inventent... C'est pas du tout passionnel pour moi. En tant qu'avocat, vous inventez énormément de choses pour essayer de défendre votre client. J'invente, mais j'invente rien. Mais si, non mais il n'y a absolument aucun problème. Ça fait 200 ans que le crime passionnel est plaidé dans les cours d'assises. La première fois que je suis rentré dans un tribunal, c'était au collège, et on m'a amené, c'était un brancardier qui avait, je vais dire les choses un peu crûment, doigté une patiente qui trimballait sur un brancard, et l'avocat disait « c'est un accident ». Alors moi j'étais là genre mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pas pourquoi moi. pas? Non mais en fait pourquoi pas? Et ce que je veux dire c'est que il est normal en fait qu'en tant qu'avocat vous puissiez pour défendre votre client vous dites oh bah oui mais c'est la passion, c'est l'amour, c'est l'obsession, c'est sur un coup de tête, et que vous ne vouliez pas le rattacher en fait à un système hétéropatriarcal qui aujourd'hui domine notre société, et ce depuis des centaines d'années. Non, heureusement qu'on est sorti de la société patriarcale depuis je pense une vingtaine d'années, tant mieux. J'ai connu la société patriarcale jeune. Comment vous situez la bascule, l'année 2000? Ouais, ça s'est joué. Il y a eu un changement radical profond, je dirais, entre 95 et le début des années 2000. Les années 80, je peux vous dire que je l'ai vu, la société patriarcale, je les voyais, les gens puissants. Dans les partis politiques, c'est pareil. Dans le milieu de la culture, c'était pareil, qui avaient tout pouvoir sur les femmes. Voilà, parce que c'était des hommes. Ça s'est complètement effondré, et tant mieux. Avant que la réalité complète, que ça ruisselle jusqu'en bas de la réalité de la société, ça prend un certain temps. Mais ça prend un certain temps. Mais c'est irréversible. C'est irréversible. Je peux vous dire que dans une entreprise, nous on a une entreprise, je suis dans une entreprise, j'ai 19 personnes dans mon entreprise d'avocats, c'est pas que la mienne. Dans les associés, il y a 3 femmes qui sont les égaux de ce que je suis. C'est-à-dire qu'elles ont plus de voix que moi. Et on est, je crois, 5 hommes pour 19 personnes. Et ça, c'est la société. Cabinet d'avocats. Non, mais c'est représentatif, c'est très bien, mais enfin bon, excusez-moi, mais c'est pas un épiphénomène à Besançon qui se passe que dans ma boîte. Vous êtes que 19, hein. Deux questions rapides. Oui. Je le disais tout à l'heure, 130 dossiers criminels, c'est ce qui est écrit dans votre livre. Vous défendez beaucoup plus en défense, si je puis dire, c'est-à-dire des accusés de meurtre, de viol, etc. Vous avez plus d'hommes ou de femmes accusés? J'ai beaucoup plus d'hommes. Le ratio est juste. Je n'ai jamais contesté le ratio. Du coup, ça rejoint pas un peu ce que disait tout à l'heure Pablo. Ce que vous dites est tout à fait juste sur le ratio. Vous avez raison, c'est vrai. Pour un crime de femme, pour 4 crimes de sang sur conjoint, il y a 3 hommes qui tuent leur compagne et une femme qui tue son compagnon. Vous avez parlé d'un cas il n'y a pas longtemps d'une femme qui avait étranglé avec le sèche-cheveux son compagnon. Ce qu'on dit simplement, c'est que quand une femme tue son compagnon, vous remarquerez qu'on n'hésite jamais à essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça. Quand un homme tue, c'est un féminicide, il n'y a rien à comprendre, c'est possessionnel. Vous savez, 60% des cas de femmes qui tuent leur compagnon, c'est parce qu'auparavant, elles étaient victimes de violences conjugales. Voilà, donc vous distinguez une femme qui tue son compagnon, c'est moins grave qu'un homme qui tue sa compagne. Pas du tout, mais je vous demandais, j'ai pas dit que c'était moins grave. Ça, c'est au juge de le faire. D'ailleurs, vous n'êtes pas juge, donc c'est pas non plus. Non, mais je participe à ce travail, monsieur. Si je ne le fais pas, je fais pas mon travail. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous dites. Dans notre travail d'avocat, notre travail, c'est aussi de comprendre ce qu'on appelle l'itercriminis, le chemin qui mène au crime. Et c'est pas tous les mêmes. Et ça compte ensuite pour définir la peine. Bon, on est en train d'exposer des timings. Il va falloir qu'on parle tarif dans une seconde, maître. Oui. Ben oui, vous en parlez dans votre livre. Mais d'abord, Christophe. J'aurais aimé évoquer l'affaire qui vous tient à cœur, l'affaire Péchier, cet anesthésiste accusé d'avoir tué une partie des patients et empoisonné beaucoup d'autres. Est-ce que le débat sur la fin de vie peut changer le regard sur cette affaire? Est-ce qu'il a été pionnier, si j'ose dire? Pour vous?
Pardon, mais c'est pas ce que pensent les familles. Enfin, non, bien sûr. Bien sûr. La chose n'est pas jugée, définitivement. Mais elle n'est pas jugée du tout. Nous avons toujours contesté toute culpabilité et responsabilité de Frédéric Péché dans quelque décès que ce soit. Nous plaiderons l'acquittement s'il y a un procès d'assises qui n'est pas encore non plus décidé. Et je peux vous dire que toute l'équipe pénale qui est autour de Frédéric Péché est convaincue de l'innocence de Frédéric Péché, qu'on se battra jusqu'au bout et bec et ongle. Pourquoi ils sont Dominique morts Rézé le sait. Ils sont morts comment, ces gens? Non, je ne vais pas vous expliquer le dossier Péché qui fait 15 000 plus de 15 000 pièces qui représentent plus de 60 000 pages, vous vous rendez compte? Ne serait-ce que pour lire le dossier de M. Frédéric Péché, il faut 3 mois. D'accord? Ce n'est pas en 2 minutes que je vais vous le résumer. Mais sachez bien une chose, c'est que oui, votre réponse est une provocation, c'est pas grave. Moi, je vous apprécie, M. Barbier, mais c'est une provocation. Vous avez le droit, hein, c'est votre travail. Mais sachez que nous, de notre côté, le dossier Péchier, on est convaincus de l'innocence de ce dernier, on se battra jusqu'à... Ça ne sera pas le procès de la fin de vie, c'est ce que je veux dire, si procès il y a. Je ne réponds pas à cette question. Non. Comprenez-moi. Comme on a dit, certains procès, c'était le procès de la peine de mort ou le procès des avortements. Non, ce sera le procès d'un homme accusé à tort, avec une famille, avec des avocats qui sont convaincus de son innocence, et on se battra sur des éléments objectifs, des preuves, pour essayer de démontrer son innocence à son procès, s'il y a un procès. Pardon de revenir à quelque chose de plus trivial, les tarifs, vous en parlez dans votre livre. C'est pas trivial. Hein, vous dites 2000 à 2500 euros hors taxe le jour d'audience aux assises. C'est ce que vous réclamez. Et comme je l'ai dit tout à l'heure quand vous êtes arrivé sur le plateau, vous avez glissé, je vous ai entendu, minimum. Oui, c'est vrai, c'est une fourchette. Mais en fait, peut-être que ma consoeur le dira, mais c'est un tabou absolu, l'argent dans la justice. Nous, c'est notre quotidien. Quand les gens viennent nous voir, ils nous disent, voilà, on a une affaire. Combien ça va coûter? Et on doit définir un prix, et on quantifie ce prix par rapport au nombre d'heures de travail qu'on va effectuer. Moi, j'ai un staff important. On a toujours des équipes autour d'un dossier criminel. On est entre 2, 3, 4 personnes, une juriste, un avocat associé, 2 avocats associés, un collaborateur. Il y a les secrétaires du cabinet. Tout ça est une entité économique. On est une entité économique comme les autres. Alors, dans certains pays, en Suisse, aux États-Unis, ça pose aucun problème. En France, c'est très tabou. Et par rapport au profil du client aussi? Non, par rapport... S'il est pauvre ou s'il est riche, vous faites le même tarif? Il y a plusieurs critères d'évaluation des honoraires. Je suis toujours payant. Même quand un client n'a pas beaucoup d'argent, par contre, on a une comptable au cabinet, elle est très arrangeante, c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont payer les honoraires du cabinet sur 2 ans, parce que c'est compliqué, on le comprend. On peut faire des efforts aussi sur certains procès, mais on ne travaille pas gratuitement. Et est-ce que vous pouvez travailler... Parce qu'on veut travailler efficacement, et pour travailler efficacement, comme tout le monde, il faut qu'on soit payé. Bien sûr. Voilà. Et est-ce que vous pouvez, parce qu'une affaire est médiatisée, est-ce que vous pouvez vous dire, là... Écoutez, je me paye en pub. Oui. Voilà. Je parle, décidément. Traduit ma pensée, ce soir, Monsieur Barbier me déteste. C'était carré, pas du tout. Je suis d'accord avec vous sur beaucoup de points. Mais voilà, mais je sais, je plaisante. Je vais y répondre. Alors déjà, j'ai répondu. Mon éditeur m'a posé la question. Je vais être honnête, je voulais pas y répondre. Ça me gênait. Ça nous gêne de parler d'argent, c'est incroyable, mais ça me gênait. C'est la France. Oui, c'est la France. Ça me gênait. Je voulais pas. J'ai eu du mal. J'ai mal répondu. D'ailleurs, ma réponse ne me satisfait pas. Mais bon, il me dit, tu comprends, c'est important quand même de le dire aux gens. Non, j'ai donné une fourchette, je connais le prix de mes autres confrères, c'est la fourchette honnête de ce qu'on pratique. Voilà. Après, on est un cabinet de province, on a peut-être moins de frais qu'un cabinet parisien, nos locaux coûtent moins cher, etc. Bon, voilà. Mais c'est vraiment le prix indicatif de nos honoraires. Après, quelle précision voulait M. Barbier? Je ne me rappelle plus. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Non, sur ça, votre réponse me satisfait. Et donc, je pense qu'effectivement, on n'ose pas parler de ça. Quand on est confronté à la justice, sachez qu'il y a des coûts, les écoutes téléphoniques, il y a des budgets, les juges d'instruction ont des budgets, les enquêteurs ont des budgets. L'affaire Émile, il y a un budget. Vous dites de l'argent, mais est-ce que vous réalisez que 2500 € par jour, pardon, c'est rien? Moi, je connais des avocats qui ont pris des 100 000, des 200 000, des 250 000. Et les avocats d'affaires, je ne vais pas citer des noms, c'est sans commune mesure. C'est sans commune mesure. Christophe, je connais des avocats qui ont pris... Je suis parti un jour avec un avocat en Arabie Saoudite qui défendait un prince arabe, qui a demandé 200 000 €. Voilà, qui a ordonné que c'est 200 000 € à la famille de Jonathan Daval. Mais il y a les commis d'office. Jonathan Daval ne pourra jamais les payer. C'est un français moyen, comme dirait Sheila. Voilà, il faut s'adapter. Pour répondre à la question, mais ensuite, il faut qu'on avance. La notoriété est une rémunération. Oui. Mais quand un footballeur gagne des millions, ça dérange personne. C'est un des critères des honoraires. Vous prenez l'affaire de Jonathan Daval pour être très clair. D'abord, je ne vous dirai pas combien la famille nous a payé, ça c'est soumis au secret professionnel. Mais ils nous ont payé, ils ont été très corrects. Et on a fait payer, là où beaucoup de confrères parisiens ont écrit à la famille pour dire, nous on est là, on prend le dossier gratuitement. Nous avons pratiqué des honoraires normaux, qu'on pratique habituellement avec la famille de Jonathan Daval, et ils ont payé jusqu'au dernier centime, et ça leur a tenu à cœur de nous régler. Qui a proposé ces services gratuitement?
des confrères parisiens. Il y en a un d'ailleurs sa lettre avait été publiée dans un journal, je crois que c'était le Point ou je sais pas quoi. On l'avait même interrogé. Il avait dit je fais ce que je veux. Si je veux démarcher, je démarche. Plusieurs cabinets ont proposé leur service gratuitement. Nous non, on a fait payer parce qu'on a un travail à faire. Parce que la médiatisation, c'est pas ça qui va moi nourrir mes secrétaires et payer mon cabinet. Et je suis désolé, on avait un travail à faire. Donc on a fait payer. Et je vais vous dire une chose. Je l'ai dit à tout le staff qui était avec moi. J'aurais dit on a bien compris que tout le monde veut cette affaire. J'ai bien compris à l'époque que les Parisiens me voyaient arriver en disant c'est qui ce mec-là, il se prend pour qui, il l'aura pas, c'est pour nous, il n'est pas du sérail. Pardon, on a eu ces réflexions-là sur le plateau. Hein. Enfin, pas nous, mais on a entendu des confrères parisiens off, loin des caméras, dire écoutez, cet avocat-là qui parle en garde à vue, ça va pas durer, quelqu'un va débarquer de Paris. Non, mais sachant que c'est des confrères, pour certains qui n'ont même jamais eu un acquittement de leur vie, moi j'en suis à 24. Mais ils peuvent me donner des leçons, il n'y a aucun problème. Et j'ai dit à mon staff, si effectivement on est payé pour ce dossier-là, nous on ne le perdra jamais. Donc ils peuvent toujours essayer de courir après. Et les avocats qui ont proposé leur service gratuitement ont toujours eu un écho extrêmement négatif vis-à-vis de la famille. Voilà.